Imaginez entrer dans votre lieu de travail demain et découvrir que la personne la plus difficile que vous connaissiez n'a soudain plus aucun pouvoir sur vos émotions. Le collègue qui appuie toujours sur vos points sensibles, le membre de la famille qui sait exactement quel mot vous déclenche, l'inconnu dont la remarque grossière ruinerait habituellement votre journée entière. Aucun d'eux ne peut désormais ébranler votre paix intérieure. Ce n'est pas un fantasme, c'est ce qui se produit lorsque vous maîtrisez les 10 principes psychologiques qui distinguent les personnes émotionnellement résilientes de celles qui vivent au gré de l'humeur et du comportement des autres. Ce que vous allez découvrir remet en question tout ce qu'on vous a appris au sujet des réactions émotionnelles. La plupart des gens croient que lorsqu'on les blesse, les contrarie ou les frustre, ils sont victimes de circonstances échappant à leur contrôle. Ils pensent que les réactions émotionnelles sont automatiques, inévitables et légitimes. Mais les recherches en neurosciences et en psychologie révèlent une vérité saisissante. Chaque réaction émotionnelle que vous éprouvez est, en fin de compte, un choix. Et ce choix se joue en une fraction de seconde que la plupart des gens n'apprennent jamais à repérer ni à maîtriser. Considérez ceci comme votre guide personnel pour développer une invincibilité émotionnelle. Pas celle qui vous rend froid ou détaché, mais celle qui vous rend inébranlable tout en restant profondément humain. Le monde continuera de produire son chaos, ses critiques, ses tempêtes imprévisibles de comportements humains. Mais vous allez apprendre 10 stratégies éprouvées sur le terrain qui transformeront votre façon d'y répondre. Il ne s'agit pas de théories tirées de vieux traités de philosophie. Ce sont des outils pratiques qui dissipent la colère impulsive, renforcent la vigueur mentale et cultivent une paix intérieure que les autres remarquent immédiatement et respectent instinctivement. Le but n'est pas de devenir insensible ou déconnecté du monde qui vous entoure. Il s'agit plutôt de rendre vos réponses délibérées, de choisir vos réactions en fonction de vos valeurs plutôt que de vos impulsions. À la fin de ce voyage, vous aurez les compétences nécessaires pour rester centré dans n'importe quelle tempête, protéger votre énergie des vampires émotionnels et affronter les défis de la vie avec cette confiance calme qui suscite le respect et ouvre les portes. Lorsque vous aurez intégré ces leçons, vous découvrirez quelque chose de remarquable. La paix n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on crée. La clarté n'est pas un hasard, c'est un état que l'on cultive. Et la confiance n'est pas innée. Elle se construit par la pratique, une réponse réfléchie après l'autre. Votre première leçon de maîtrise émotionnelle commence par la compréhension d'une vérité fondamentale de la psychologie humaine. Chaque réaction que vous avez est, en définitive, votre choix. Cela peut paraître simpliste, mais c'est la pierre angulaire de tout pouvoir personnel. Imaginez que vous portiez un casque anti-bruit émotionnel. Le vacarme autour de vous ne disparaît pas, mais il n'est plus obligé de pénétrer votre espace mental. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis, a découvert ce principe dans les circonstances les plus extrêmes imaginables. Il a observé qu'entre chaque stimulus et chaque réponse existe un espace. Dans cet espace réside votre pouvoir de choisir votre réponse. Et dans ce choix se trouve votre liberté. Ce n'est pas de la poésie philosophique, c'est une psychologie pratique, capable de transformer votre expérience quotidienne. Prenons un exemple concret au travail. Lors d'une réunion, un collègue balaie votre idée d'un revers de main accompagné d'un commentaire condescendant. Ce n'est pas comme ça qu'on fait ici. Le stimulus est clair. Manque de respect, rejet, humiliation publique. Votre premier élan pourrait être de vous défendre agressivement, de vous replier dans un silence blessé ou de préparer votre revanche. Mais dans cette pause cruciale entre leurs mots et votre réaction, plusieurs options s'offrent à vous. Voici votre processus en 3 étapes pour reprendre possession de cet espace. Premièrement, nommez l'émotion que vous ressentez. Je me sens rejeté et frustré en ce moment. Le simple fait de nommer l'émotion crée une distance. Vous n'êtes pas votre émotion. Vous l'éprouvez. Deuxièmement, demandez-vous pourquoi vous vous sentez ainsi. Je suis frustré parce que j'ai l'impression que ma contribution n'est pas reconnue. Cela vous aide à comprendre le besoin sous-jacent. Troisièmement, choisissez une réponse qui correspond à vos valeurs plutôt qu'à vos impulsions. J'aimerais approfondir cette idée. Pourrions-nous en discuter après la réunion? Voilà à quoi ressemble, en pratique, la maîtrise émotionnelle. Non pas l'absence d'émotions fortes, mais la capacité de leur répondre avec intention, plutôt qu'avec impulsivité. Lorsque vous pratiquez régulièrement ces 3 étapes,
Un phénomène remarquable se produit. Vous redevenez l'auteur de votre journée. Au lieu de rebondir d'une réaction émotionnelle à l'autre, vous traversez vos activités avec intention et stabilité. Les gens le remarquent. Ils le respectent. Ils y sont attirés parce que cela représente quelque chose qu'ils désirent eux-mêmes. Votre deuxième leçon de maîtrise émotionnelle consiste à abandonner l'une des habitudes les plus énergivores qui entretiennent la frustration. Attendre des autres qu'ils se comportent comme vous. Imaginez que l'on tente d'apprendre à un chat à rapporter une balle comme un chien. Vous pouvez vous irriter, hausser le ton, répéter l'ordre 1000 fois. Le chat ne rapportera jamais, parce que c'est un chat. Pourtant, nous faisons exactement cela avec les gens, chaque jour. Et c'est là que la psychologie devient passionnante. Lorsque vous attendez des autres qu'ils se comportent comme vous révélez en réalité quelque chose de profond sur votre propre fonctionnement. Vous projetez votre système d'exploitation interne sur les autres. Puis vous vous irritez quand ils n'exécutent pas le même logiciel. Or, chacun a vu son programme mental façonné par des expériences, des familles, des cultures et des décennies de vie différentes. Pensez à la personne qui arrive toujours en retard aux réunions. Si vous êtes de ceux qui se présentent en avance et considère la ponctualité comme une marque de respect, son retard vous paraît une insulte personnelle. Vous pourriez dépenser votre énergie mentale à préparer des discours sur la gestion du temps. Sentir votre stress grimper chaque fois que vous la voyez arriver 15 minutes après les autres. Mais que se passerait-il si son retard n'était pas un manque de respect, mais simplement le reflet de son rapport au temps? Et si, dans sa famille, dîner à 6 heures signifiait entre 6 et 7h30, la flexibilité horaire étant la norme et non l'exception. Au lieu de laisser cela gâcher votre humeur, vous pouvez amener un livre pour combler l'attente prévisible. Au lieu de débuter la réunion frustrée, vous pouvez la programmer un quart d'heure plutôt que nécessaire. Vous passez de la tentative de contrôler son comportement à la gestion stratégique de votre propre expérience. Les recherches psychologiques sont frappantes à ce sujet. Les personnes qui gaspillent leur énergie mentale à vouloir changer les autres affichent des niveaux d'hormones de stress plus élevés, déclarent une satisfaction de vie moindre et vivent plus de conflits relationnels. Celles qui se concentrent sur leurs propres réponses et adaptations se sentent, au contraire, davantage maîtres de leur existence et plus satisfaites de leurs relations. La différence ne réside pas dans leurs circonstances, mais dans l'endroit où elles choisissent de diriger leur attention et leur énergie. Voici la vérité plus profonde à propos des attentes. Elles ne sont, en réalité, que des contrats tacites que vous avez rédigés sans le consentement de l'autre. Lorsque vous attendez de votre partenaire qu'il remplisse le lave-vaisselle comme vous le feriez, vous avez créé dans votre tête un contrat auquel il n'a jamais adhéré. Quand vous exigez de votre patron qu'il communique directement plutôt que par allusion, vous établissez des normes peut-être étrangères à son style de communication. Quand vous attendez de vos enfants adultes qu'ils appellent aussi souvent que vous le feriez, vous mesurez leur amour selon vos propres préférences comportementales. La solution n'est pas d'abaisser vos standards ni d'accepter un mauvais traitement. Il s'agit de reconnaître la différence entre préférence et exigence. Vous pouvez préférer que les gens soient ponctuels, communiquent directement et expriment leur reconnaissance d'une façon qui vous parle. Mais exiger ces comportements revient à vous exposer à une déception constante, parce que vous tentez de contrôler des variables qui n'ont jamais été sous votre pouvoir. Voici votre processus en 3 étapes pour sortir de ce schéma épuisant. Premièrement, surprenez-vous au moment même où naît l'attente. Repérez les pensées « il devrait » ou « pourquoi ne ». Ces phrases sont des signaux rouges indiquant que vous cherchez à contrôler autrui. Deuxièmement, ouvrez-vous à leur perspective. Quelles expériences de vie ont pu façonner leur approche? Qu'est-ce qui peut motiver leur comportement indépendamment de vous? Troisièmement, redirigez votre énergie vers votre propre stratégie de réponse. Comment pouvez-vous vous adapter à leur comportement de manière à préserver votre paix tout en maintenant vos standards? Vous devenez plus créatif dans vos solutions, car vous n'êtes plus bloqué dans la frustration. Vous gagnez en résilience, car vos émotions ne dépendent plus de la conduite des autres. Et, paradoxalement, vous influencez souvent plus positivement votre entourage, justement parce que vous ne cherchez plus à le contrôler, ce qui le rend plus réceptif. La troisième leçon de maîtrise émotionnelle est peut-être la plus libératrice. Renoncez au besoin d'avoir toujours raison. Ce besoin vient souvent d'une insécurité profonde, de la peur que l'erreur atténue votre valeur personnelle.
Mais voici ce qui change tout. Être en paix est presque toujours plus précieux qu'avoir raison. Il ne s'agit pas de devenir un paillasson ou de renoncer à vos principes. Il s'agit de choisir vos batailles avec sagesse et de reconnaître que certaines victoires coûtent plus qu'elles ne valent. Prenons un dilemme classique. Vous discutez avec quelqu'un qui est persuadé que son itinéraire pour aller au restaurant est plus rapide que le vôtre. Vous savez avec certitude que votre route est plus efficace. Vous connaissez les flux de circulation. Vous l'avez testé plusieurs fois et vous avez raison. La question devient, préférez-vous avoir raison ou être en paix? Voulez-vous gagner ce débat ou souhaitez-vous profiter de la conversation et de la soirée qui vous attend? Votre adolescent conteste l'heure de son couvre-feu. Votre partenaire a une autre méthode pour remplir le lave-vaisselle. Votre collègue insiste pour utiliser un procédé que vous savez moins efficient. Chaque fois, vous devez décider si avoir raison vaut l'énergie émotionnelle dépensée et les dégâts potentiels sur la relation. Voici votre stratégie pour gérer ces moments. Premièrement, faites une pause et demandez-vous ce que vous défendez vraiment. S'agit-il du sujet en question ou de votre besoin d'être perçu comme compétent et respecté? Si c'est la deuxième option, vous défendez votre ego, pas un résultat important. Deuxièmement, interrogez-vous. Le fait d'avoir raison améliorera-t-il réellement la situation ou la relation? Parfois, oui, et ce sont les batailles qui valent la peine. La plupart du temps, non. Troisièmement, essayez de répondre par la curiosité plutôt que par la défensive. C'est intéressant, je n'y avais pas pensé ainsi. Aidez-moi à comprendre votre point de vue. Et souvent, vous découvrez une part de sagesse dans leur approche à laquelle vous n'aviez pas pensé. Lao Tzu avertissait que s'accrocher trop fermement à nos opinions bloque notre capacité à grandir et à apprendre. Lorsque vous vous battez sans cesse pour avoir raison, vous vous fermez à de nouvelles informations, à de nouvelles perspectives et à de nouvelles possibilités. Vous créez aussi un stress et une tension inutiles. Celui qui peut lâcher le besoin d'avoir toujours raison est celui qui peut apprendre de chaque situation, entretenir de meilleures relations et traverser la vie avec beaucoup moins de stress et de conflits. Si vous trouvez de la valeur dans ces idées et souhaitez maîtriser les 10 leçons pour une sérénité inébranlable, prenez un instant pour manifester votre intérêt et suivre nos contenus, riches en psychologie pratique, immédiatement utilisables. Ces principes ont déjà transformé la manière dont des milliers de personnes relèvent leurs défis quotidiens. Et nous n'en sommes qu'au début des techniques les plus puissantes. Passons maintenant à la 4e leçon, qui aborde l'une des sources de turbulences émotionnelles les plus courantes, capable de déstabiliser même les esprits les plus sûrs. La 4e leçon de maîtrise émotionnelle traite d'un piège fréquent. Laissez les paroles des autres définir votre valeur. Même les individus confiants y succombent. Quelqu'un critique votre travail, met en doute votre jugement ou fait une remarque maladroite sur votre apparence. Et voilà que vous doutez de vous-même. Pourtant, voici ce que vous devez comprendre. Votre valeur n'est pas déterminée par l'opinion d'autrui. Elle ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Imaginez que quelqu'un critique durement un projet dans lequel vous avez mis tout votre cœur, une œuvre créative, une proposition commerciale ou une présentation soigneusement préparée. La piqûre immédiate peut être accablante, surtout si la critique est dénuée de tact. Votre premier réflexe pourrait être de vous défendre agressivement, de rejeter complètement le feedback ou de l'intérioriser comme preuve que vous n'êtes pas à la hauteur. Marc Aurèle, empereur et philosophe romain, fit une observation profonde à ce sujet. Il remarqua que nous accordons souvent plus de valeur aux opinions de personnes que nous ne respectons même pas qu'à notre propre jugement. Réfléchissez-y, il existe probablement des personnes dont vous ne confieriez pas les décisions importantes. Et pourtant, lorsqu'elles vous critiquent, vous leur donnez le pouvoir d'ébranler votre confiance. La solution n'est pas de sombrer dans l'arrogance, ni de balayer toute critique. Il s'agit de développer un filtre qui sépare l'information utile de l'opinion ou de l'attaque personnelle. Lorsqu'on vous critique, faites une pause avant de réagir. Demandez-vous, quel fait puis-je utiliser pour m'améliorer? Et qu'est-ce qui relève simplement d'une opinion ou d'une insécurité projetée? Gardez les faits pour progresser. Laissez passer les opinions sans leur offrir d'espace mental. Ce principe devient particulièrement crucial face au retour de personnes qui poursuivent leur propre agenda ou parlent depuis leur frustration plutôt que par volonté d'aider. Votre valeur ne dépend pas de l'humeur de votre supérieur,
des attentes irréalistes d'un proche ou d'un commentaire désobligeant d'un inconnu. Votre valeur est intrinsèque. Elle ne s'acquiert pas par l'approbation d'autrui et ne se perd pas par leur désapprobation. Voici votre stratégie pour préserver votre estime tout en restant ouvert à la croissance. Premièrement, séparez la personne du message. Pouvez-vous extraire une information utile, même si elle est mal formulée? Deuxièmement, considérez la source. Cette personne est-elle compétente dans le domaine concerné? A-t-elle vos intérêts à cœur? Parle-t-elle avec sagesse ou depuis son insécurité? Troisièmement, réaffirmez votre valeur intrinsèque. Vous avez de la valeur parce que vous existez, non pas à cause de ce que vous faites, ni de ce que les autres pensent de ce que vous faites. Quand vous maîtrisez cette leçon, vous devenez incroyablement résilient. Vous pouvez recevoir des retours sans en être brisé, progresser sans validation constante et maintenir votre confiance même quand on doute de vous. Il ne s'agit pas de se fermer à la critique, mais de rester centré afin d'utiliser les retours comme un outil de croissance, plutôt qu'une arme contre votre estime. La cinquième leçon de maîtrise émotionnelle concerne l'une des compétences les plus cruciales pour préserver votre paix. Établir et protéger vos limites. Beaucoup voient les limites comme des murs qui excluent les autres, mais les plus saines ressemblent plutôt à des ponts. Elles définissent la structure de vos interactions tout en maintenant la connexion. Sans limite, vous devenez la victime des exigences illimitées des autres sur votre temps, votre énergie et vos ressources émotionnelles. Pensez à l'ami qui vous appelle tard dans la nuit pour son énième crise, en quête de conseils et de soutien. Les premières fois, vous aidez volontiers. Mais lorsque cela devient systématique, qu'il ignore vos conseils et répète les mêmes erreurs, qu'il interrompt votre sommeil et votre vie familiale, le ressentiment gagne. Le problème n'est pas votre manque de compassion, c'est l'absence de limites claires concernant quand et comment vous pouvez être disponible. Fixer des limites n'est pas égoïste, c'est indispensable pour maintenir votre capacité à être réellement utile et attentionné. On ne peut pas verser d'une carafe vide. Si vous laissez les autres puiser indéfiniment dans votre énergie, vous devenez moins efficace partout. Vous finissez épuisé, amer et incapable d'être présent pour ceux qui comptent le plus. La clé d'une mise en place efficace des limites est la clarté et la constance. Si vous décidez de limiter les appels de crise nocturne, vous pouvez dire « Je tiens à toi et je veux t'aider. Mais j'ai besoin de garder mes soirées à partir de 21h pour ma famille. Je serai ravi d'en parler quand je serai pleinement disponible. » Vous énoncez vos limites tout en affirmant votre bienveillance. Voici votre plan d'action pour instaurer des limites saines. Premièrement, identifiez les domaines où vous vous sentez vidé ou amer. Ces sentiments signalent qu'une limite manque. Deuxièmement, formulez vos limites clairement avec des phrases en « je » plutôt qu'en « tu ». J'ai besoin de quitter le travail à 17h plutôt que « tu me demandes toujours de rester tard ». Troisièmement, soyez cohérent. Si vous multipliez les exceptions, vous montrez que vos limites ne comptent donc pas vraiment. Ce processus exige pratique et courage. Beaucoup craignent que poser des limites les fasse paraître égoïstes. Mais l'inverse est vrai. Ceux qui respectent leurs limites sont plus fiables et plus authentiquement attentionnés. Ils sont pleinement présents lorsqu'ils sont disponibles, car ils ne sont ni épuisés ni rancuniers. Lao Tzu enseignait que savoir quand s'arrêter empêche les ennuis et les blessures. Cette sagesse s'applique parfaitement aux limites. Lorsque vous savez quand arrêter de donner, de travailler ou de céder à des demandes déraisonnables, vous évitez l'épuisement, le ressentiment et la perte de relations. Vous protégez votre capacité à être votre meilleur soi. La sixième leçon de maîtrise émotionnelle consiste à se détacher de l'opinion d'autrui. C'est peut-être la plus difficile, car elle va à l'encontre de tout ce qu'on nous enseigne sur la réussite et l'acceptation sociale. Depuis l'enfance, on nous conditionne à rechercher l'approbation des enseignants, des parents, des pairs, puis des patrons et de la société. Mais cette quête permanente ressemble à un mirage dans le désert. Elle semble prometteuse de loin, mais ne désaltère jamais. La réalité est que les gens se forgent une opinion de vous à travers leurs expériences, leurs biais et leur humeur du moment. Leur opinion parle plus d'eux que de vous. Lorsqu'un collègue critique votre tenue, il filtre votre apparence à travers son style, ses insécurités et sa vision de ce qui est approprié. Son opinion n'est qu'une opinion, pas un fait sur votre valeur ni même sur la qualité objective de vos choix.
Cela ne signifie pas qu'il faut agir sans égard ou être inconsidéré dans la façon dont vous vous présentez. Cela signifie que vous devez faire des choix fondés sur vos propres valeurs et votre jugement plutôt que de vouloir plaire à tout le monde. Lorsque vous vivez dans la peur constante de ce que les autres pensent, vous ne vivez pas votre vie. Vous jouez un rôle visant à obtenir l'approbation de personnes trop occupées par leur propre existence pour penser autant à vous que vous l'imaginez. Voici la vérité libératrice. La plupart des gens pensent beaucoup moins à vous que vous ne le croyez. Ils sont concentrés sur leurs problèmes, leurs insécurités, leurs objectifs. Cette remarque sur votre présentation, que vous ruminez depuis des jours, son auteur l'a probablement oubliée en quelques heures. Vous accordez à son opinion plus d'importance qu'il ne le souhaitait lui-même. Pour vous libérer de ce piège, plusieurs stratégies sont essentielles. Premièrement, évaluez l'importance de la personne dont l'opinion vous préoccupe. Respectez-vous son jugement? Est-elle compétente dans le domaine qu'elle critique? Parle-t-elle par bienveillance? Si ce n'est pas le cas, son opinion mérite peu de poids dans vos décisions. Deuxièmement, ancrez-vous dans vos propres valeurs et priorités. Qu'est-ce qui compte pour vous? Que souhaitez-vous accomplir? Quel type de personne voulez-vous être? Lorsque vos valeurs sont claires, l'opinion d'autrui perd de son importance. Vous évaluez leur retour à l'aune de vos standards plutôt que de leurs attentes. Troisièmement, développez une technique mentale pour laisser aller les opinions indésirables. Une méthode efficace est d'imaginer ces critiques comme des feuilles dérivant sur un ruisseau. Vous les observez passer sans les saisir ni les emporter. Elles existent, vous les reconnaissez, puis vous les laissez continuer leur chemin sans qu'elles deviennent partie intégrante de votre paysage mental. Lorsque vous maîtrisez cette leçon, vous ressentez une liberté profonde. Vous prenez des décisions en fonction de votre jugement, non des attentes supposées. Vous êtes plus authentique, car vous ne jouez plus la comédie pour obtenir l'approbation. Vous prenez davantage de risques et saisissez plus d'opportunités, car la peur de la critique ne vous paralyse plus. La 7e leçon de maîtrise émotionnelle fait appel à l'un des outils les plus puissants pour préserver votre dignité et votre paix. Répondre par le silence plutôt que par la colère. Cela peut sembler contre-intuitif dans une culture qui valorise les répliques rapides, mais le silence peut être votre meilleure arme face à la négativité. Lorsque quelqu'un cherche à vous provoquer, votre silence lui refuse la réaction qu'il attend, privant sa négativité de l'oxygène qui l'alimente. Imaginez une réunion où un collègue sabote délibérément votre proposition. Il pose des questions pointues pour vous faire passer pour mal préparé, remet en cause votre compétence ou lève ostensiblement les yeux au ciel quand vous parlez. Votre instinct naturel serait peut-être de vous défendre avec véhémence, de souligner son manque de professionnalisme ou de répondre par des piques équivalentes. Mais pensez à ce qui se passe quand vous répondez par un calme silence. En ne mordant pas à l'hameçon, plusieurs choses se produisent. D'abord, vous maintenez votre dignité et votre professionnalisme, tandis qu'il expose le manque des siens. Ensuite, vous évitez d'escalader la situation d'une façon qui pourrait vous faire paraître tout aussi peu professionnel. Puis, vous le privez de la satisfaction de vous voir perdre votre sang-froid. Enfin, votre silence le met souvent mal à l'aise. Il attendait une réaction qui n'est jamais venue. Cela ne signifie pas que vous devenez passif ou que vous laissez tout passer. Cela signifie que vous choisissez vos réponses de manière stratégique plutôt que réactive. Parfois, la réaction la plus puissante est l'absence de réponse. Parfois, la meilleure réplique est de rester si composé que votre silence en dit long sur votre caractère et sur l'absence du leur. Marc Aurèle comprenait profondément ce principe. La meilleure réponse à la colère est le silence. Quand quelqu'un parle sous l'emprise de la colère, s'engager avec lui ne fait souvent qu'alimenter son feu émotionnel. Votre silence peut refroidir cette colère en ne lui offrant rien contre quoi se battre. Vous devenez le centre calme de la tempête. Elle peut rugir autour de vous sans ébranler votre fondation. Voici votre stratégie pour pratiquer le silence stratégique. Premièrement, faites une pause et respirez dès que vous sentez monter l'envie de vous défendre. Cela vous donne le temps de décider si une réponse est nécessaire ou si le silence sera plus efficace. Deuxièmement, écoutez sans l'intention de vous justifier. Parfois, les gens ont simplement besoin d'être entendus, et votre écoute désamorce le conflit. Troisièmement, ne parlez que si vos mots ajoutent quelque chose de constructif. Demandez-vous, mes paroles vont-elles améliorer la situation ou simplement l'envenimer? Cela démontre maîtrise de soi,
confiance et stratégie. Une maxime bouddhiste l'exprime parfaitement. Ne parlez que si vos paroles améliorent le silence. Vos mots doivent ajouter de la valeur, clarifier ou produire un résultat positif. S'ils ne font qu'ajouter du bruit ou de la négativité, le silence est préférable. Quand vous maîtrisez cette approche, les gens accordent plus d'importance à vos paroles, sachant que vous ne les gaspillez pas dans des disputes inutiles. La 8e leçon de maîtrise émotionnelle consiste à transformer l'une des émotions les plus destructrices grâce à l'une des pratiques les plus puissantes. Utilisez la gratitude pour dissoudre la colère. Cela peut sembler simpliste, mais la psychologie est profonde. La gratitude et la colère ne peuvent coexister dans le même espace mental. Lorsque vous concentrez votre attention sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, il devient impossible de maintenir le même niveau de fureur. Pensez au scénario classique, coincé dans les embouteillages alors que vous êtes déjà en retard. Votre réaction immédiate peut être la colère, contre les autres conducteurs, le planificateur routier ou votre propre timing. Cette colère ne sert à rien. Elle n'accélère pas la circulation, ne résout pas votre retard et n'améliore pas votre humeur. Mais que se passe-t-il si vous déplacez délibérément votre attention vers la gratitude ? Vous pourriez même être reconnaissant de ne pas être pressé à cause d'une urgence, mais d'un événement positif. Ce changement ne modifie pas les circonstances externes, mais il transforme complètement votre expérience interne. Il ne s'agit pas de forcer une positivité factice, ni de prétendre que les problèmes n'existent pas. Il s'agit d'entraîner votre esprit à voir ce qui fonctionne en même temps que ce qui ne fonctionne pas. Lorsque vous vous focalisez uniquement sur le manque, les problèmes et ce qui va mal, vous créez un environnement mental qui génère plus de colère et de stress. Lorsque vous rétablissez l'équilibre en reconnaissant ce qui va bien, vous adoptez une perspective plus juste et plus paisible. Les recherches psychologiques sur la gratitude sont convaincantes. Les personnes qui la pratiquent régulièrement présentent des niveaux d'hormones de stress plus bas, un meilleur sommeil, un système immunitaire plus fort et une plus grande satisfaction de vie. Elles sont aussi plus résilientes face aux défis et maintiennent des relations plus positives. Ce n'est pas seulement feel good, c'est mesurable dans le fonctionnement du cerveau et du corps. Voici votre boîte à outils pour utiliser la gratitude, afin de dissoudre la colère. Premièrement, pratiquez le contrôle de gratitude instantané. Quand la colère monte, identifiez immédiatement 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être sans rapport avec la situation. Deuxièmement, tenez un journal de gratitude le soir. Notez 3 choses positives de la journée. Cela entraîne votre esprit à rechercher le positif. Troisièmement, pratiquez la recadence des défis. Quand quelque chose de difficile se produit, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Qu'est-ce que je pourrais finir par apprécier ?» Lorsqu'elle devient une habitude, vous développez ce que les psychologues appellent un biais de positivité. Vous remarquez davantage les bonnes choses, appréciez les petits plaisirs et gardez du recul en période difficile. Vous devenez plus résilient, plus agréable à côtoyer et davantage capable d'affronter les défis avec grâce. La 9e leçon de maîtrise émotionnelle consiste à reformuler l'une des sources de douleur les plus courantes, la critique. La plupart des gens la vivent comme une attaque à esquiver ou à contrer. Mais si la critique pouvait devenir l'un de vos outils de croissance les plus précieux? Et si vous pouviez transformer sa morsure en carburant pour le changement positif? De même, une critique sévère recèle souvent des graines d'informations utiles, si vous savez filtrer. Imaginez qu'on vous fasse un retour brutal sur une présentation. Le ton est rude, voire impoli. Votre instinct est de vous focaliser sur la manière plutôt que sur le contenu. Mais si vous pouviez dépasser la forme pour trouver l'information utile, peut-être signale-t-on un manque de données de soutien, un débit trop rapide ou l'oubli d'une préoccupation essentielle du public. Ces éléments peuvent améliorer votre intervention suivante. La première étape pour recadrer la critique est de faire une pause avant de réagir. Un feedback brutal déclenche l'envie de se défendre ou d'attaquer. Cette réaction vous empêche d'entendre ce qui pourrait être utile. Prenez une respiration, comptez jusqu'à 5 et rappelez-vous que ces mots ne peuvent vous blesser que si vous le permettez. La deuxième étape est d'évaluer la source. Toutes les critiques ne se valent pas. Qui vous parle? Possède-t-il une expertise? Cherche-t-il réellement à vous aider ou parle-t-il depuis sa frustration? Est-ce une opinion que vous respectez? Si la source est discutable, écoutez-la pour l'information éventuelle, tout en lui accordant moins de poids.
La troisième étape est d'extraire la leçon. Même une critique mal formulée contient souvent un fragment de vérité. Demandez-vous, qu'est-ce qui est factuellement exact? Que puis-je apprendre? Comment cela peut-il me faire progresser? Même si seulement 10% sont valables, ces 10% valent l'or. Cette approche exige de développer ce que les psychologues appellent la flexibilité cognitive, la capacité de voir la situation sous plusieurs angles. Vous pouvez reconnaître simultanément que la critique est mal délivrée tout en tirant quelque chose. Vous pouvez admettre que l'opinion est biaisée tout en cherchant ce qui peut vous servir. Épictète, philosophe stoïcien, avait une façon humoristique de gérer la critique. Si quelqu'un souligne un de vos défauts, remerciez-le de ne pas avoir mentionné tous les autres. Cette attitude mêle humilité et humour, rappelant que personne n'est parfait et que la critique peut rendre service en pointant nos angles morts. La dernière leçon de maîtrise émotionnelle est peut-être la plus libératrice: l'art de lâcher prise. Il ne s'agit pas de passivité ni d'indifférence, mais de relâcher votre emprise sur ce qui échappe à votre contrôle afin de concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez influencer. Garder rancune ou vouloir tout contrôler, c'est comme tenir un charbon ardent pour le jeter sur quelqu'un. Vous êtes le premier brûlé. Pensez aux collègues qui s'attribuent votre idée en réunion. Votre réaction naturelle pourrait être la colère, la vengeance ou les scénarios de confrontation. Mais si vous pouviez lâcher cette situation, si vous reconnaissiez que son comportement parle de son caractère, non de votre valeur, et passiez à autre chose sans porter le poids du ressentiment, vous répondez de façon stratégique plutôt qu'émotionnelle. Documentez vos contributions, présentez vos idées plus tôt ou abordez directement la question si nécessaire. Mais vous le faites dans une logique de résolution pratique, pas de réactivité émotionnelle. Le Bouddha enseignait que s'accrocher à la colère, c'est tenir un charbon ardent. C'est vous qui vous brûlez. Refuser de lâcher le ressentiment ne punit pas l'offenseur. Cela vous punit, vous. Vous gaspillez ressources mentales et émotionnelles à rejouer le passé au lieu de créer l'avenir. Lao Tseu l'a exprimé ainsi: quand je lâche ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être. Il ne s'agit pas de refouler vos émotions, ni de nier les blessures, mais de refuser qu'elles définissent votre avenir. Vous avez le pouvoir d'écrire le prochain chapitre, mais seulement si vous cessez de relire sans cesse les précédents. Voici votre processus pour maîtriser l'art du lâcher-prise. Premièrement, reconnaissez vos émotions sans jugement. Colère, blessure ou déception sont des réactions valides. Deuxièmement, recadrez la situation en apprentissage. Que puis-je tirer de cette expérience? Comment ce défi peut-il me rendre plus fort ou plus sage? Troisièmement, ancrez-vous de nouveau dans l'instant présent. Le passé ne peut être changé, l'avenir ne peut être contrôlé. Votre pouvoir vit dans ce moment, dans les choix que vous faites ici et maintenant. Lorsque vous maîtrisez le lâcher-prise, vous vous libérez de la prison des blessures passées et des inquiétudes futures. Vous créez de l'espace pour de nouvelles expériences, relations et possibilités. Vous devenez plus léger, souple et résilient. Vous cessez de porter le lourd bagage du ressentiment et avancez dans la vie avec la liberté de savoir que si vous ne contrôlez pas ce qui vous arrive, vous contrôlez toujours votre réponse. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage à travers les 10 leçons de maîtrise émotionnelle, rappelez-vous que ces outils n'ont de puissance que votre engagement à les pratiquer. Il ne s'agit pas de perfection, ni de devenir un être idéalisé qui ne ressent jamais de colère ou de frustration. Il s'agit d'apprendre à faire une pause avant de réagir, de choisir selon vos valeurs plutôt que vos impulsions, et de rester centré même quand le monde est chaotique. Considérez ces leçons comme votre trousse quotidienne pour une sérénité inébranlable. Quand les paroles de quelqu'un menacent de gâcher votre journée, vous pouvez choisir votre réaction. Quand des attentes cherchent à contrôler vos émotions, vous pouvez les relâcher. Quand une critique survient, vous pouvez y puiser de la sagesse. Quand la colère monte, vous pouvez la transformer par la gratitude. Quand le monde réclame votre approbation constante, vous pouvez vous valider vous-même. Le chemin de la maîtrise émotionnelle n'est pas un lieu à atteindre, mais une pratique. Certains jours, vous gérerez les défis avec grâce. D'autres, vous réagirez impulsivement et devrez recommencer. Ce n'est pas un échec, c'est l'humanité. Le but n'est pas de ne jamais ressentir d'émotions fortes, mais de développer la capacité d'y répondre avec intention.
Votre voyage vers une sérénité inébranlable commence à votre prochaine interaction. Quand quelqu'un dira quelque chose qui déclencherait habituellement votre colère, faites une pause. Quand vous sentirez le besoin de chercher l'approbation d'une personne dont l'opinion compte peu, choisissez plutôt de vous valider. Quand vous voudrez contrôler des résultats hors de votre portée, exercez le lâcher-prise. Chaque fois que vous choisissez la réponse apaisée, vous renforcez le muscle émotionnel qui vous servira toute votre vie. Souvenez-vous que cela ne concerne pas que vous. Lorsque vous maîtrisez ces leçons, vous devenez une source de calme dans les tempêtes des autres. Vous devenez la personne sur qui l'on peut compter pour répondre avec réflexion plutôt que réactivité. Vous devenez le modèle d'une maturité émotionnelle qui approfondit les relations, rend le travail plus productif et la vie plus riche. Le monde a besoin de personnes capables de rester centrées quand les autres vacillent, de répondre à la critique avec grâce, au revers avec résilience et au conflit avec sagesse. En maîtrisant ces 10 leçons, vous n'améliorez pas seulement votre vie, vous contribuez à un monde plus paisible, réfléchi et émotionnellement intelligent. Commencez aujourd'hui. Choisissez la leçon qui résonne le plus en vous et engagez-vous à la pratiquer cette semaine. Notez comment vous vous sentez en réagissant différemment aux situations qui déclenchaient vos anciens schémas. Observez la réaction des autres face à votre nouvelle approche. Et surtout, soyez patient avec vous-même. Comme toute compétence précieuse, la maîtrise émotionnelle exige du temps, de la pratique et de la bienveillance envers soi. La sérénité inébranlable que vous recherchez n'est pas une destination, c'est une façon d'être que vous développez. C'est un choix. Et avec ces 10 leçons pour guide, ce choix devient un peu plus facile chaque jour.